Bonsoir, chers élèves de la filière Sciences de gestion comptable. Dans le cadre du chapitre Gestion de ressources humaines, après avoir vu la formation, la communication, la rémunération, nous allons aborder dans cette séquence la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Dans un premier temps, nous allons voir quels sont les objectifs de la GPEC, c'est-à-dire la gestion prévisionnelle des emplois et des ressources. Parmi les principaux objectifs de la GPEC, on trouve la réduction du coût associé à la gestion des ressources humaines. La GPEC permet de fournir une meilleure base à la planification des perfectionnements du personnel. La GPEC permet également d'améliorer le processus global de planification d'une organisation. Elle permet également de promouvoir davantage l'importance d'une saine gestion des ressources humaines auprès de tous les échelons de l'entreprise. Maintenant, nous allons voir quelles sont les principales étapes de la GPEC. Les principales étapes de la GPEC peuvent être au nombre de 4. Ces étapes sont essentiellement, premièrement, ou première étape, la réflexion stratégique qui consiste à analyser l'environnement interne et analyser également l'environnement externe de l'entreprise, mais également, au cours de cette étape, nous allons élaborer les objectifs organisationnels. En deuxième lieu, en deuxième étape, nous allons prévoir les besoins en ressources humaines. En troisième étape, nous allons prévoir les disponibilités en ressources humaines, ce qui va nous permettre, en quatrième étape, de comparer à la fois les besoins et les disponibilités et de mesurer, bien sûr, l'écart entre les deux. Première étape. La première étape, qui est la réflexion stratégique, va nous permettre de répondre à deux principales questions. Question numéro 1, que se passera-t-il d'ici 3, 4 ou 5 ans, c'est-à-dire le moyen terme, et également, quels sont les objectifs de l'entreprise. Cette étape sera une occasion également d'analyser les répercussions, c'est-à-dire les impacts de l'évolution de l'entreprise sur la gestion de ressources humaines. Également, au cours de cette réflexion stratégique, nous allons analyser l'existant en fonction de variables connues ou de variables réalistes. Alors l'étape également, c'est une occasion qui va nous permettre d'effectuer l'analyse d'une façon approfondie de l'environnement interne de l'entreprise, c'est-à-dire l'organisation du travail, les moyens de production, les responsabilités, les attributions, etc. Et également l'environnement externe de l'entreprise, à savoir les concurrents, les fournisseurs, les clients, etc. Au cours également de la réflexion stratégique, c'est une occasion d'identifier les éléments qui influencent le développement de l'entreprise ou de l'organisation. Alors, au cours de l'étape numéro 2, qui s'intéresse essentiellement à la prévision des besoins en ressources humaines, nous allons, dans ce cas, répondre à des questions très intéressantes qui sont: quelle est l'évolution actuelle des fonctions au sein de l'entreprise? Et quelles fonctions devrons-nous combler? C'est-à-dire, si vous voulez, quels sont les postes qui sont les plus intéressants, qui sont les plus essentiels pour l'entreprise? Et également, quel type de compétences faudra-t-il rechercher? Étape numéro 3, c'est la prévision de la disponibilité en ressources humaines. C'est-à-dire, est-ce que ces ressources humaines sont disponibles en interne et en externe?
Et au cours de cette étape numéro 3, le responsable de ressources humaines devra répondre à la question: que doit-on faire avant de recruter à l'extérieur? Et quels employés peuvent déjà répondre aux nouveaux besoins? Et quels employés pourront, après un perfectionnement approprié, y répondre? Parce qu'il y a, en fin de compte, deux types d'employés. Il y a des employés qui peuvent répondre aux exigences de l'entreprise immédiatement, mais d'autres vont nécessiter des formations, des recyclages et des perfectionnements. Et le responsable de ressources humaines doit répondre à cette question avant de passer aux étapes suivantes. Maintenant, c'est la prévision de la disponibilité en ressources humaines et on va répondre comment, quels sont les outils qui sont disponibles, quelle est la méthodologie qui est utilisée pour prévoir les disponibilités en ressources humaines. Alors, ça se fait principalement par un bilan de compétences avec les employés intéressés par le nouveau poste. Et dans ce cas, le bilan de compétences et ou d'orientation va nous permettre d'analyser l'emploi, va nous permettre également ce bilan de procéder à des entretiens individuels et de faire un diagnostic de capacité et de compétences. Également, le bilan de compétences va permettre également d'analyser le parcours d'un employé, de faire l'inventaire des projets et finalement de faire une synthèse de bilan. On obtient ainsi un écart. Un écart, et il est fort possible qu'on obtienne bien sûr un écart qualitatif. La personne est compétente pour occuper le nouveau poste. La personne n'est pas compétente pour occuper le nouveau poste. Quatrième étape, ça consiste à analyser l'écart et la planification des actions que l'entreprise devra entreprendre pour combler le déficit en ressources humaines en termes de quantité et en termes de qualité. Alors, quelles sont les actions à la disposition de l'entreprise? Ce sont des actions de formation, sont des actions de restructuration, sont des actions également de perfectionnement. Mais également, il faut toujours penser au but de cette analyse des écarts et au but de combler, bien sûr, les écarts. Alors, le but étant d'augmenter les qualifications au sein de l'entreprise et également de se séparer des personnes qui ont des surqualités dont l'entreprise n'a pas besoin immédiatement. Parce qu'il y a des personnes qui ont des surqualités et l'entreprise n'en a pas besoin immédiatement. Il doit trouver des solutions pour se séparer de ses compétences. Alors, nous sommes en présence de deux situations possibles. Situation possible numéro 1, ou scénario numéro 1, il y a un manque de main-d'œuvre. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? S'il y a un manque de main-d'œuvre, il faut penser à un recrutement interne et externe. Et parfois, nous sommes en présence d'un surplus de main-d'œuvre, et dans ce cas, on doit penser à un plan de réduction et d'aménagement au sein de l'entreprise. Donc, lorsqu'il y a un manque, nécessairement, l'entreprise va penser immédiatement au recrutement. On va voir comment va se faire le recrutement, quels sont les moyens, quelle est la méthodologie, quels sont les outils. Premièrement, le recrutement. Le recrutement, bien sûr, c'est une activité du service des ressources humaines. Il n'y a pas de doute que c'est les ressources humaines qui s'occupent de recrutement de personnel dont l'entreprise a besoin. Quels sont les déterminants des besoins en ressources humaines? Alors, les besoins en ressources humaines découlent tout d'abord de la croissance de l'entreprise. Chaque fois que l'entreprise s'agrandit,
chaque fois que sa taille devient importante, pour produire davantage des biens et des services, l'entreprise va penser au recrutement pour augmenter sa capacité productive. Deuxième élément, c'est le turnover. Et troisième élément, c'est un besoin qui apparaît de temps à autre en compétences nouvelles dans certains domaines spécifiques. Alors, en GRH, la prévision des besoins est essentielle, car, vous devez l'imaginer, le recrutement est une étape longue et surtout, c'est une étape c'est une opération qui est très coûteuse pour l'entreprise. Le besoin de recrutement en termes qualitatifs est un besoin en compétences. Ces dernières, c'est-à-dire les compétences, sont déterminées selon les missions à accomplir et selon le découpage de l'entreprise. La détermination des besoins, lorsque l'évaluation des besoins internes quantitatifs concerne les postes opérationnels, l'entreprise va certainement suivre la démarche formalisée de la façon suivante. Dans un premier temps, on calcule le temps nécessaire pour accomplir la mission confiée à l'équipe. Dans un deuxième temps, on va calculer le temps dont l'entreprise dispose, c'est-à-dire le temps disponible par employé. Donc le départ, c'est le temps nécessaire, mais par la suite, on va voir quel est le disponible à l'intérieur de l'entreprise pour passer à une troisième étape qui est la déduction du nombre de postes nécessaires. Et troisièmement, pour les fonctions d'encadrement, le nombre dépend du volume de personnel à encadrer et du type de mission confiée au manager. Recruter du personnel, le recrutement de tout salarié est déterminant pour l'entreprise comme pour le salarié. Le service du personnel ou la direction des ressources humaines suit donc une procédure précise pour chaque embauche. Cette procédure commence par la définition des postes à promouvoir. Comment peut-on définir un poste à promouvoir? Lorsque on pense à un poste à promouvoir, souvent on pense au profil de poste. Ce profil doit comporter des compétences qui sont personnelles, c'est-à-dire des aptitudes, des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Un profil de poste est établi selon les caractéristiques propres à l'emploi, compétences et connaissances professionnelles, et propres à la personne, traits de caractère et personnalisés. Cette première étape permet de réaliser une annonce d'offre d'emploi précise et établir une comparaison entre les besoins du poste et le futur salarié. Qu'est-ce que le profil de poste? Le profil de poste est un outil qui va permettre à l'entreprise de définir les qualités et les aptitudes nécessaires pour remplir un poste de travail. Ces qualités peuvent se répartir en plusieurs domaines. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle les qualifications, c'est-à-dire l'ensemble des acquis qui sont reçus en formation initiale et en formation continue, et également en termes de stage, en termes d'expérience professionnelle. Les compétences. À titre d'exemple, parmi les compétences recherchées, la manipulation de logiciels, les langues parlées, les langues également écrites, les aptitudes au calcul mental, etc. Parmi les éléments qu'on doit retrouver dans le profil de poste, les qualités individuelles. À titre d'exemple, certaines professions, certains métiers vont demander la discrétion, d'autres plus de dynamisme, présentation, aptitude à la communication, etc. Maintenant, une question qui se pose très intéressante,
c'est comment rechercher les candidatures. En quelque sorte, quelles sont les techniques, quels sont les moyens à la disposition de l'entreprise pour rechercher les candidatures à la fois en interne et en externe. S'ils ne sont pas disponibles en interne, on va les rechercher en externe. Tout d'abord, commençons par l'interne. Alors, pour la recherche en interne, elle s'effectue au moyen de la diffusion d'une note d'information, du contrôle, des demandes de mutation et ou de propositions de promotion. Elle permet aux salariés d'évoluer dans l'entreprise. Le profil de poste est une démarche très importante dans ce cas, puisque ça permet de réaliser un profil type dans un premier lieu, c'est-à-dire on va procéder à un listage des diverses qualités et aptitudes qu'on estime nécessaires pour le poste. Mais également, le profil de poste va nous permettre d'évaluer les éléments listés sur une échelle allant en général de 1 à 4. Certaines entreprises parfois mettent une échelle de 1 à 5, mais le plus souvent, 1 à 4, c'est la plus adoptée. Et finalement, on classe les éléments par grande catégorie. La recherche peut également, lorsqu'il n'est pas disponible, lorsque les compétences en quantité et en qualité ne sont pas disponibles en interne de l'entreprise, on va passer à l'externe. Et dans ce cas, les candidatures spontanées sont étudiées. Une offre d'emploi est publiée dans un ou plusieurs journaux auprès de l'ANAPEC, par exemple. L'ANAPEC, c'est l'Agence nationale de la promotion des emplois et des compétences. Mais également, on peut passer par des agences intérimaires et ou des sites de l'Internet qui appartiennent à l'entreprise ou d'autres sites qui permettent le recrutement. Alors, premièrement, premier moyen pour rechercher les compétences qui manquent, l'annonce d'offres d'emploi. L'annonce d'offres d'emploi doit accrocher par tout d'abord son contenu, mais également par sa présentation. On peut passer également à l'Agence nationale de la promotion des emplois et compétences. Et dans ce cas, on va passer à un interlocuteur qui est actuellement incontournable lorsque l'on est à la recherche d'un emploi. L'ANAPEC est chargée de l'orientation professionnelle et aide également à la recherche de l'emploi. La recherche de candidature, si l'on veut comparer bien sûr le recrutement en interne et le recrutement en externe, alors pour l'interne, ça peut concerner les vendeurs, les employés, ça peut être des candidatures spontanées, stagiaires, intérimaires. Pour la recherche en externe, ça peut concerner les bureaux de placement tels que l'ANAPEC, on vient de le dire, les relations de l'entreprise avec les partenaires, les écoles, les associations, les recruteurs, les petites annonces et également l'Internet. Quelle méthodologie doit-on suivre lors de la sélection des candidats? Bien sûr, on doit poursuivre une méthodologie rigoureuse pour sélectionner les meilleures compétences. La sélection des candidats. Dès leur arrivée, les lettres de candidature et CV, curriculum vitae, sont étudiées afin d'établir une première sélection des candidats. En deuxième étape, on va passer, bien sûr, à l'analyse des CV des candidats. Qu'est-ce qu'un CV? Qu'est-ce qu'un curriculum vitae? Alors, le CV permet tout d'abord de se résumer. Deuxièmement, de présenter ses aptitudes pour un poste de travail et de laisser une impression positive afin de passer une seconde phase de recrutement. Quel est le rôle d'un CV? Tout d'abord, son premier rôle est de convaincre l'interlocuteur en apportant des preuves de vos qualités professionnelles ou extra-professionnelles. Le CV, si l'on veut
par les fonds et formes, pardon, il doit être fait sur un papier de qualité, il doit écrit selon une police d'écriture non scolaire, photo de qualité, choix thématique ou chronologique, on peut avoir un choix thématique chronologique pour présenter bien sûr les paragraphes de ce CV, une accroche, précision sur mission et réalisation, précision et originalité des loisirs. Puis on passe le cas échéant à l'entretien d'embauche. Donc après avoir étudié les lettres de motivation ou les lettres de candidature, après avoir analysé le CV, on passe le cas échéant lorsque, bien sûr, la nécessité l'impose, on passe à l'entretien d'embauche. Alors, l'entretien d'embauche, les candidats susceptibles de convenir au poste sont convoqués pour un entretien et éventuellement pour passer des tests qui permettent de vérifier leur aptitude. Quelles sont, bien sûr, les étapes de l'entretien? Tout d'abord, lorsqu'on prépare un entretien au sein d'entreprise, il y a l'accueil du candidat. Puis, on recherche les informations biographiques, professionnelles, les responsabilités assumées et des données également psychologiques. Et on va présenter le poste et l'entreprise pour passer ensuite à la présentation des conditions d'emploi. Maintenant, on va voir quels sont les objectifs d'un entretien. Les objectifs, tout d'abord, du recruteur, c'est-à-dire l'entreprise, évaluer le candidat, vérifier ses capacités de travail et d'adaptation et vérifier l'adéquation avec le poste et la culture de l'entreprise. Pour maintenant le candidat, l'entretien d'embauche va permettre de vérifier le poste, est-ce qu'il correspond bien à celui de l'annonce, et vérifier que le poste correspond bien à celui qu'il désire concrètement, se projeter dans le poste avec les avantages et les contraintes. Les enjeux de l'entretien, faire bonne impression et informer, prouver votre capacité à exister avec les autres, prouver l'intérêt pour l'entreprise, prouver l'intérêt également pour le poste, démontrer l'adéquation au poste et démontrer l'apport à l'entreprise. Alors, ce qu'on doit faire en entretien, c'est avoir une bonne présentation. Savoir se présenter en 3 minutes pour installer un dialogue. Être souriant, regarder dans les yeux, être spontané, illustrer chaque argument par un exemple précis, parfois chiffré, la vie professionnelle ou personnelle, et maîtriser parfaitement le CV, votre carrière et vos réalisations. Quelles sont les formalités qui sont, bien sûr, préalables à l'embauche? Tout d'abord, la première formalité, c'est le contrat de travail à durée déterminée, mais il peut être parfois à durée indéterminée et signé par l'entreprise et par le salarié. La déclaration à l'AMO, qui est l'assurance maladie obligatoire, et à la CNSS. Alors, par la suite, quelles sont les mentions qui doivent figurer sur le contrat de travail? Alors, on doit trouver essentiellement la fonction, qualification professionnelle, la rémunération, salaire et prime, le délai de préavis, la durée de la période d'essai et éventuellement une clause sur la non-concurrence. Alors, dernière étape, c'est l'étape d'intégration. Après, bien sûr, qu'on retient un salarié, on doit passer à l'étape d'intégration. Après le choix de candidat, accomplissement des formalités administratives, élaboration du programme d'intégration 1 à 2 mois et entretien avec la hiérarchie et la tutelle. La phase d'intégration va bien sûr permettre de connaître les informations suivantes, l'historique de l'entreprise, les métiers de l'entreprise, les indicateurs et les chiffres, les dirigeants, les valeurs de l'entreprise. Et comme ça, bien sûr, on a fait le tour de tout ce qui se rapporte à la gestion prévisionnelle des emplois et de compétences et on a vu quelles sont les principales étapes essentiellement de recrutement
quelles sont les principales étapes qui se rapportent aux démarches administratives et à l'intégration. Je vous remercie pour votre concentration et votre suivi de ce cours et à la prochaine séance se rapportant à l'organisation, à l'économie organisation de l'entreprise. Merci.